Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la salle Pasteur. Avant de parler de théâtre, un peu particulier, vous verrez, du jour, je vais laisser la parole à quelqu'un que vous connaissez bien depuis un certain temps maintenant, c'est-à-dire Simon, parce que il a un petit mot à vous dire. Donc je vous laisse écouter Simon. Merci Jean-Yves. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver cet après-midi pour deux raisons. La première, pour vous saluer une fois encore, pour celles et ceux que j'aurais pas eu l'occasion de le dire en personne, pardon, puisqu'à la dernière conférence que j'ai eu le plaisir d'animer, j'avais annoncé mon départ prochain du Jardin des Sciences, départ tout prochain dorénavant. Et voilà, je voulais à nouveau vous dire à quel point j'avais été content de passer ces quelques années avec vous le lundi après-midi. Vous annoncez également que jusqu'à décembre, c'est Jean-Yves que vous retrouverez pour ces conférences et que vous aurez le plaisir de rencontrer la personne qui me succédera début 2024. Je ne doute pas que ça sera aussi une super personne qui fera des super trucs et qui sera ravie de vous retrouver chaque après-midi le lundi. Voilà, j'avais promis deux raisons. La deuxième, c'est aussi pour faire un petit coup de projecteur sur un temps fort autour du VIH qu'on organise tout au long du mois de novembre, puisqu'effectivement cette année 2023 marque les 40 ans de la découverte du virus à l'origine du sida. À cette occasion, et en écho à l'exposition sur ce thème que propose le Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, on vous propose un programme d'événements tout au long du mois de novembre pour essayer de mieux comprendre cette maladie qui continue de sévir, mieux comprendre voilà, ses rouages, essayer aussi de voir à quel point elle a irrigué les arts et les écrits. On vous propose pour ce faire plusieurs temps forts. Il y en a notamment un qui me semble absolument passionnant, qui est tout prochainement, c'est pour ça que je me permets de vous en dire un mot. C'est ce jeudi 9 novembre à 18h30, où nous aurons le plaisir de recevoir le professeur Willy Rosenbaum, qui est le co-découvreur du virus à l'origine du sida. Ça promet d'être passionnant puisqu'il va pouvoir revenir sur ces années absolument charnières, les années 80, l'année 1983 notamment, puisqu'il était au cœur du réacteur, si j'ose dire. Il va nous raconter tout ça. Tout le programme est consultable sur le site du Jardin des Sciences, bien sûr, mais également sur le programme violet que vous avez à l'entrée de la salle. Il y aura d'autres choses, il y a des plateaux radio, d'autres conférences. Et d'ailleurs, lundi prochain, on accueillera Stéphanie Blandin qui nous parlera des zoonoses, un sujet qui plus est d'actualité lui aussi. Voilà, donc j'espère vous retrouver à cette occasion. Je vous souhaite une très très belle continuation et je ne doute pas qu'on se recroisera à l'occasion, à une occasion ou à une autre. Et je laisse sans plus tarder la parole à Jean-Yves qui va nous présenter le sujet du jour et Aude Astier qui nous fait le plaisir de sa présence. Merci à tous. Voilà, merci à Simon. Bon, ça fait toujours un petit quelque chose quand on perd un doublon, on va dire, dans les conférences, parce qu'on s'entend bien pour tout ça. Voilà, on va passer au sujet du jour. On finit la mise en scène, si j'ose dire, puisqu'on nous allons parler théâtre au pluriel, des théâtres dits populaires. Alors, populaire. Encore faut-il savoir ce que l'on entend par populaire. Populaire qui se rapporte au peuple. Encore faut-il, pour définir les théâtres populaires, savoir à quel peuple on se rattache. Est-ce que c'est un peuple au sens de nation, d'ensemble de communautés, ou est-ce que c'est le peuple dans le sens classe ouvrière, classe les plus pauvres? C'est pas évident, parce que je pense qu'il y a des théâtres qui sont plus d'un côté, d'autres plus de l'autre. Et puis quand on parle théâtre populaire, il y a plusieurs théâtres populaires qui viennent à l'esprit, qui ont marqué l'histoire depuis le 19e siècle. À commencer par un théâtre qui est pas très éloigné de chez nous, qui se trouve là-bas dans les Vosges, dans la vallée de Bussan. C'est le théâtre du peuple, mis en place par Maurice Pottecher, qui, lui, voulait absolument relier le lieu au peuple local et faire du théâtre en fonction de ses habitants locaux, alors même en les faisant participer, parce que si j'ai bonne mémoire, on faisait à la fois des acteurs qui venaient de l'extérieur, mais aussi des acteurs locaux. Alors, sans doute que d'autres théâtres populaires ont repris l'idée au fil du temps. Et puis, on va se rappeler qu'à un moment donné, on va trouver une grande personnalité théâtrale qui est Jean Vilar, qui va créer le Théâtre national du peuple, et avec Firmin, je ne sais plus, voilà, avant, et qui va le reprendre et le relancer. Et puis là, on va s'interroger sur le fait de faire des œuvres plus classiques ou des œuvres plus contemporaines, de voir comment on va se placer à tout ça, à qui va s'adresser ce théâtre populaire.
Et il me semble qu'il y a eu pas mal de controverses à une époque, y compris au Festival d'Avignon, créé par le susdit Jean Villard, et qui va se poser la question, mais est-ce qu'on fait du théâtre pour un peuple élitiste? Est-ce qu'on fait du théâtre pour justement l'ensemble de la communauté? Et Jean Villard allant jusqu'à dire qu'en mettant des œuvres classiques dans le théâtre populaire, ça permettait, ça donnait les moyens à des classes dites plus populaires et dites plus pauvres de s'accaparer quelque chose qui avait été un peu pris par la bourgeoisie à l'époque. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça très intéressantes qui permettent de replacer tout ça donc, dans le titre du jour, c'est-à-dire la démocratisation, la décentralisation du théâtre, et qui de mieux placé pour nous parler de tout ça en la personne de Aude Astier, qui est donc maîtresse de conférences en études théâtrales à l'Université de Strasbourg, qui, dans ses recherches, s'intéresse justement au lieu de représentation, à cette histoire entre théâtre et société, la politique culturelle, et toute cette petite histoire qu'elle va, je pense, nous raconter avec, je l'espère, beaucoup de pertinence. Et puis, Aude est aussi responsable de la licence théâtrale à l'université. Voilà, je lui laisse la parole et je vous souhaite un bon après-midi. Et n'hésitez pas à poser vos questions à la fin. Merci. Nous allons commencer donc cette exploration des théâtres populaires et notamment la question de la démocratisation et de la décentralisation théâtrale. On va la commencer dans la deuxième partie du XIXe siècle, dans les années 1860, sous le Second Empire, pour en fait saisir d'où viennent les théâtres populaires et à quoi ils réagissent, pour savoir un petit peu pourquoi, à la fin du XIXe, on a ce phénomène qui va émerger. Alors il y a d'abord du côté des artistes en fait vraiment une envie de s'affranchir de l'industrie théâtrale. Une industrie théâtrale qui s'est concentrée sur le vaudeville, sur le mélodrame, qui crée un peu du théâtre d'une certaine façon à la chaîne, avec toujours un peu les mêmes ficelles dramaturgiques, les mêmes ficelles spectaculaires. Et vous avez un certain nombre d'artistes à la fin du XIXe siècle qui ont envie de réinventer en fait les manières de faire du théâtre. Il y a un désir d'expérimenter d'autres formes, de réinventer ce qui se joue sur les scènes. Il va y avoir cette volonté des artistes et puis il va y avoir également quelque chose de très concret, un fait très concret qui va bouleverser un petit peu le paysage théâtral parisien. Alors là, vous avez une gravure qui représente le boulevard du Temple, qui s'appelait le boulevard qu'on a surnommé aussi le boulevard du crime, vers 1848, et qui concentrait en fait la plupart des théâtres populaires qui présentaient des formes populaires. Or, ce boulevard du crime, en 1862, il va être détruit par les travaux du baron Haussmann, les travaux d'aménagement de Paris. Et ce que ça va faire, c'est que vont disparaître un certain nombre de théâtres qui étaient fréquentés, entre autres, par les classes populaires. Et donc, le public populaire de ces théâtres-là, il va être repoussé dans les théâtres de banlieue, qui, à ce moment-là, vont se recréer, vont être reconstruits un peu comme ils peuvent. Et en fait, c'est ce déplacement aussi, cette compartimentation des publics qui va provoquer une baisse de la fréquentation des théâtres traditionnels, d'autant plus que vous allez avoir, dans la deuxième partie du XIXe siècle, vous allez avoir de nouvelles formes spectaculaires qui vont apparaître, comme le cabaret, comme le café-concert, le cirque, le cinéma aussi, qui va être créé en 1895. Et ces formes-là vont correspondre aussi aux envies d'un certain nombre de spectateurs qui vont chercher à se divertir dans des lieux où il est possible aussi de boire et de manger. Et en fait, c'est parce que le théâtre devient une sortie un peu moins prisée, notamment du côté des classes populaires, que vous allez avoir certains artistes, certains intellectuels, comme par exemple Romain Rolland, Firmin Gémier ou encore André Antoine, que vous allez avoir donc ces artistes qui vont défendre l'idée et la mise en œuvre de théâtre populaire, afin que le théâtre soit toujours accessible à toutes et tous, et particulièrement, mais pas seulement, aux classes ouvrières. Et puis cette idée-là, en fait, des théâtres populaires, elle n'est pas seulement liée à la volonté d'artistes, en fait. Elle va intervenir aussi dans un contexte social et politique particulier, qui est celui des lois sur l'éducation, les lois Ferry sur l'éducation, en 1880 à 1882, mais aussi tout un contexte, en fait, de création des universités populaires et des mouvements syndicaux.
Donc, les artistes qui vont défendre la création des théâtres populaires, ils vont y voir à la fois un enjeu esthétique, de renouvellement des formes théâtrales, mais ils vont aussi y voir des enjeux politiques, d'éducation, d'émancipation, voire de politisation des classes populaires. Et c'est là qu'on va avoir d'importantes variations selon les conceptions politiques défendues, notamment par les différents projets de théâtre populaire qui vont être assez nombreux à être imaginés en fait à la fin du 19e. Donc le théâtre, à ce moment-là, est aussi envisagé comme un outil grâce auquel une vision de l'individu et de la société peut être transmise. Par exemple, Jean Jaurès, dans une conférence qui date de 1900 et qui s'intitule « Le théâtre social », Jean Jaurès va affirmer que le théâtre a un rôle à jouer dans l'émancipation des classes ouvrières, dans l'avènement aussi d'une société nouvelle, plus juste, plus égalitaire. Mais vous avez aussi d'autres projets de théâtre populaire qui vont concevoir leur théâtre populaire plutôt comme un endroit d'éducation morale des foules pour mieux contrôler ces foules, notamment les foules populaires, et diffuser des valeurs plutôt conservatrices. Donc vous avez vraiment différents courants, différentes manières en fait, d'envisager le rôle du théâtre. Mais il y a toujours cette question du théâtre comme outil en fait, qui peut servir au sein de la société. Et alors ces deux tendances, d'un côté l'émancipation plutôt avec Jaurès du côté des idées socialistes, de l'autre un contrôle des foules plutôt avec des enjeux de transmission des valeurs conservatrices, on va les retrouver en fait dans la première moitié du XXe siècle. Même si la conception morale et conservatrice, elle est souvent moins mise en avant dans les histoires des théâtres populaires, elle est souvent un petit peu occultée, laissée un peu dans l'ombre de la mythologie des théâtres populaires et du théâtre public. Et il y a deux de ses représentants, là je vous ai mis là aussi des photos, Jacques Copeau et Léon Chancerelle, qui eux vont se situer plutôt dans cette dynamique conservatrice. Et dans cette histoire des théâtres populaires, là je vais un peu au-delà de la France, mais on parle en général aussi assez peu des théâtres populaires qui sont devenus, notamment dans la première moitié du XXe siècle, des outils de propagande, que ce soit en URSS, en Allemagne ou en Italie, outils de propagande à travers des spectacles de masse, qui d'ailleurs vont perdre rapidement en efficacité, notamment par rapport à l'impact médiatique de la radio ou du cinéma. Tout ça pour dire, comme ça a été évoqué aussi en introduction, qu'il y a des théâtres populaires plutôt qu'un théâtre populaire, et que cette expression théâtre populaire, elle ne peut pas être définie une fois pour toutes, parce qu'elle dépend aussi énormément du sens ou des sens qu'on va donner au terme de peuple. Et là, pour le coup, les différentes étymologies, elles peuvent aussi nous aider. Et on voit que, et notamment la manière dont elles ont pu être employées par les artistes et par les théoriciens. Alors si on part du terme latin populus, on va avoir une conception où le peuple, c'est tout le monde. C'est l'ensemble des citoyennes et des citoyens, sans exclusive, sans distinction de classe sociale. Et ça, c'est par exemple une conception qu'on va retrouver chez Maurice Potcher avec le Théâtre du Peuple ou Jean Villard au TNP, qui vont être des démarches qui vont laisser de côté la question de la lutte des classes, qui ne vont pas envisager leur théâtre populaire comme théâtre prolétarien, par exemple, ce que, par exemple, Jean-Paul Sartre va très fortement reprocher à Jean Villard, notamment dans les années 60. C'est plutôt ces démarches-là qu'on va voir aujourd'hui par la suite. Mais on peut aussi, en allant chercher une autre étymologie, celle de plebs, et en retournant en partie, c'est les artistes ça qui le font, en retournant en partie la dimension péjorative qu'il peut y avoir dans ce terme-là, considérer le peuple comme l'ensemble des classes exploitées, comme l'ensemble des classes dites laborieuses qui louent leur force de travail et dans lesquelles on va regrouper par exemple les ouvriers, les paysans, mais aussi toutes les personnes qui peuvent y être associées, comme par exemple les étudiants. Et ça, c'est une conception qui va être développée par exemple au sein du théâtre prolétarien d'Erwin Piscator en Allemagne dans les années 30, ou d'une autre manière par Augusto Boal, qui est un metteur en scène et praticien brésilien, qui va reprendre cette idée-là, notamment du côté du théâtre forum. Et puis, autre question qui s'est posée pour les artistes, pour les théoriciens du théâtre populaire, le lien à la nation, le lien aussi à l'autre étymologie, cette fois l'étymologie saxonne de folk ou de volk,
Est-ce qu'on met en avant cette idée du peuple comme communauté de gens unis par leur origine, par leur mode de vie, par leur langue ou par leur culture? Ce qu'on retrouve aussi dans le terme folklore. Et là, ça va influencer, inspirer des démarches, cette conception plus communautaire. Ça va inspirer les démarches de Copeau, de Chancerelle, et ça a pu dériver aussi vers des conceptions nationalistes identitaires. Et puis enfin, si on va chercher cette fois le terme grec avec démos, et si on reprend une idée qui a été formulée par une chercheuse et critique qui s'appelle Diane Scott, est-ce qu'on ne pourrait pas, comme elle le suggère, penser le peuple plutôt comme un peuple d'intention qui n'existe pas a priori, en fait, une fois pour toutes, mais qui se constitue, qui se recrée durant chaque représentation théâtrale. Et là, avec cette idée-là, le caractère populaire du théâtre résiderait alors dans la manière dont est élaborée l'adresse au public, et ce, sans forcément présupposer une communauté idéale de spectateurs, ce qui n'est pas forcément évident, tant les théâtres populaires aussi ont pu être nourris par le désir de retrouver l'assemblée théâtrale grecque, fantasmée aussi comme un temps où la cité unifiée venait se réfléchir au miroir du théâtre. Donc vous voyez, il y a tout un éventail en fait de conceptions, de nuances à partir du mot peuple. Ce que je vais explorer aujourd'hui, c'est plutôt les démarches qui se rattachent au premier terme de Popoulouz, celles qui envisagent le peuple comme l'ensemble des citoyens, parce que ce sont ces démarches-là aussi qui vont être vraiment liées à la question de la démocratisation et de la décentralisation théâtrale. Et c'est pour ça que j'ai choisi 3 expériences en fait, de théâtre populaire, du 19e à nos jours. D'abord, celle du théâtre du peuple de Busson, donc fondé en 1895 par Maurice Potcher et Georgette Camé. Et j'ai aussi choisi cette expérience-là parce que c'est une des rares à avoir perduré jusqu'à nos jours et à avoir 128 ans d'existence. Ensuite, le travail réalisé par Jean Vilar lors de sa direction du Théâtre national populaire, donc au Palais de Chaillot entre 1951 et 1963, parce que c'est aussi une expérience qui va constituer une sorte de modèle au sein du théâtre public, avec les avantages et les inconvénients que ce modèle peut avoir. Et puis, une expérience beaucoup plus récente, de nature un petit peu différente, qui est celle de la Fédération des festivals de théâtre de proximité, fédération qui a été fondée en juillet 2021 et qui rassemble des festivals comme celui du Nouveau Théâtre Populaire, mais aussi plus près de nous, comme les Scènes Sauvages dans la vallée de la Bruche, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et je m'intéresse à cette fédération parce qu'ils vont réactiver un certain nombre de principes des théâtres populaires de la fin du 19e et du 20e siècle. Donc on a 3 démarches qui vont explorer les enjeux de la décentralisation et de la démocratisation théâtrale, c'est-à-dire comment ne pas concentrer et limiter la vie théâtrale aux scènes parisiennes, comment faire en sorte aussi que les théâtres soient accessibles à tout le monde, en luttant contre les différents seuils qui font obstacle à la venue au théâtre, que ce soit le seuil symbolique, l'idée que le théâtre c'est pas pour moi, qu'il faut connaître les codes, il faut bien s'habiller, ou alors que c'est trop ennuyeux, etc. Le seuil économique aussi, le théâtre c'est quelque chose qui est trop cher, mais aussi tout ce qui concerne le seuil géographique ou territorial, c'est-à-dire que c'est trop loin, il n'y a pas de transport pour y aller, c'est compliqué de s'y rendre. Toutes ces démarches-là, en fait, elles vont réfléchir, même si c'est à partir de contextes historiques, politiques et socio-économiques totalement différents, ce qui est important, elles vont réfléchir, en fait, au rapport entre le local et le national, elles vont réfléchir à la place du répertoire et de la création. Elles vont aussi, notamment à partir de Jean Vilar, réfléchir à l'articulation entre le théâtre populaire et l'idée d'un théâtre public qui va vraiment prendre son essor après la Seconde Guerre mondiale, et puis qui va conduire à la création des premiers centres dramatiques nationaux, donc par exemple celui de Colmar en 1946, le Centre dramatique de l'Est. Mais en fait, avant 1945, la mise en œuvre concrète des premiers théâtres populaires, elle va venir des metteurs en scène, elle va venir des auteurs, comme par exemple Maurice Potcher ou encore Firmin Gémier, par exemple avec le Théâtre national ambulant.
Et ces auteurs, ces metteurs en scène, ils vont devoir le faire par leurs propres moyens, dans le cadre d'une économie privée et aussi avec de nombreux aléas. Alors, le projet de Firmin Gémier du Théâtre national ambulant, avant qu'il crée le Théâtre national populaire en 1920, c'est un projet en fait de théâtre itinérant, comme il pouvait en exister aussi à ce moment-là en France, mais qui va avoir une existence assez courte, parce qu'il y aura aussi un manque de moyens. C'est-à-dire que le Théâtre national ambulant, il aura existé sur 2 saisons, 1911-1912, quelques mois, mais parce que l'État ne va pas soutenir ce projet-là, et malgré le succès public, qui est très important, on se bat pour entrer sous ce chapiteau, dans les villes où le chapiteau s'installe, finalement, ce Théâtre national ambulant fait faillite. Alors même qu'il y avait un véritable engouement des spectateurs, mais il n'y aura pas eu de soutien de l'État. Donc ça fait partie des entreprises de théâtre populaire où il y a eu une première réalisation et puis après ça s'est arrêté faute en fait de moyens financiers. Et ça joue aussi, par exemple, du côté du Théâtre du Peuple. Si le Théâtre du Peuple de Buisson a franchi aussi le cap des premières saisons, c'est aussi parce que Maurice Potcher a reçu le soutien de son père, Benjamin Potcher, qui est un industriel qui possède à Buisson en fait une usine de ferblanterie et qui va investir en fait une partie des bénéfices de son usine dans le théâtre de son fils. Ce qui permet notamment de progressivement construire tout le théâtre en dur. Là, vous voyez une des étapes de la construction où il y a déjà des galeries. Là, on est en 1897, où il y a déjà, enfin 1898, on a les galeries qui sont construites en dur. On a un vélum qui a été installé pour protéger un peu les spectateurs qui, sur les toutes premières saisons, étaient totalement en plein air. Donc il y a vraiment cette dynamique-là. Et ça, c'est assez significatif de ce qui se passe à la fin du 19e, au début du 20e pour les théâtres populaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets. Il y a aussi, c'est aussi un véritable objet de débat, y compris à l'Assemblée nationale, où de nombreux projets vont être débattus, mais aucun ne sera financé par l'État et la Troisième République va préférer se concentrer sur le financement des théâtres nationaux existants, comme par exemple l'Odéon, la Comédie Française ou l'Opéra. Donc au départ, ce sont vraiment les artistes qui vont initier la démocratisation et la décentralisation théâtrale parce qu'ils souhaitent s'affranchir du système théâtral parisien, renouveler leurs esthétiques et surtout aller à la rencontre d'un autre public. Et ça, c'est particulièrement significatif dans la mise en œuvre du Théâtre du Peuple de Buisson, qui est vraiment un lieu et un projet d'une singularité absolue, que ce soit par le lieu en lui-même, on va le voir, mais aussi par la longévité de son histoire, je vous ai dit 128 ans jusqu'à aujourd'hui, et puis par la transmission de principes fondateurs qu'on retrouve pour certains encore dans les directions actuelles au XXIe siècle. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce Théâtre du Peuple et je vais commencer par vous présenter un peu Maurice Potcher, mais aussi Georgette Camé, de donner quelques éléments biographiques. Donc, Maurice Potcher, donc Georgette Camé, c'est une comédienne qui devient ensuite la femme de Maurice Potcher. Georgette Camé, c'est son nom de scène. Son vrai nom, c'est Camille de Saint-Maurice. Donc, Maurice Potcher, c'est quelqu'un qui est monté à Paris pour faire des études de lettres. C'est quelqu'un qui rêve de devenir auteur dramatique et qui, tout en commençant en fait à écrire ses premières pièces, travaille comme critique musicale et théâtrale dans différents journaux. Et son point de vue sur l'industrie théâtrale est assez clair, c'est-à-dire que pour lui, c'est une industrie qui étouffe tout, qui étouffe toute tentative d'innovation, qui ne laisse aucune place aux jeunes auteurs. Alors lui, esthétiquement, va être à la fois influencé par les mouvements symbolistes et naturalistes de la fin du XIXe siècle, mais il va aussi se référer au théâtre antique, au théâtre médiéval et élisabétain. Voilà, il a comme ça une palette esthétique assez large. Et il fréquente les cercles naturalistes et symbolistes, notamment grâce à Georgette Camé, qui est une comédienne professionnelle reconnue, notamment sur les scènes symbolistes, et qui est surnommée aussi Camé à la voix d'or. Et elle va l'accompagner lorsqu'il va décider de retourner à Buisson et d'y faire du théâtre. Alors, il retourne à Buisson parce qu'il rencontre
tout simplement trop de difficultés à faire jouer ses pièces sur les scènes parisiennes, et puis parce qu'il ne supporte plus non plus le milieu théâtral parisien. Donc il va y avoir une sorte de retour dans son village natal. Alors dans son village natal, il va commencer par faire jouer en 1892 une pièce de Molière, Le médecin malgré lui, sous le kiosque à musique du village. Alors c'est une première représentation qui a un succès, mais ce qui va vraiment confirmer son envie de donner corps à une expérience théâtrale à Busson, c'est un séjour qu'il fait en 1894 au Festival de Bayreuth. Et ce qui va frapper Maurice Potcher lorsqu'il assiste en fait au Festival de Bayreuth, c'est d'abord la concentration des représentations sur un temps donné. Et à Busson, ça sera la même chose, et sur un temps finalement très court, parce qu'il y aura simplement 2-3 jours, quelques jours à peine, mais aussi la possibilité de jouer dans un lieu inhabituel, proche de la nature, et qui provoque aussi un décentrement et un déplacement des habitudes. Et c'est ce qu'il va essayer de recréer à Busson, tout en essayant aussi, il y a un désir de partir en quête d'un public populaire sans renoncer à l'excellence artistique. Donc là, c'est la scène telle qu'elle est en 1896, donc sur la deuxième édition. Vous voyez qu'on a simplement la scène qui est protégée et des bancs qui sont installés dans un champ avec les spectateurs qui vont pouvoir s'y installer. À peu près entre 1000 et 2000 spectateurs, pour vous donner un peu une idée. Donc assez rapidement, entre 1895 et 1913, Potcher et Georgette Camé vont mettre en pratique un certain nombre de principes qui vont peu à peu constituer l'identité du théâtre du peuple. Un des premiers principes, c'est l'adresse à tous, avec vraiment une conception du peuple comme universel humain, sans distinction de classe sociale. Il s'agit vraiment de réunir tout le monde, et ça va être inscrit même sur le bâtiment théâtral. Alors là, on ne le distingue pas très bien, mais des deux côtés de la scène, vous avez la devise qu'on voit mieux, qui est encore présente actuellement, mais qu'on voit mieux actuellement en haut du cadre de scène, la devise du théâtre du peuple qui est « Par l'art pour l'humanité », et qui illustre bien aussi cette vision universelle œcuménique, où il s'agit avant tout en fait d'unir et de réconcilier. Et ça, Maurice Potcher va l'affirmer à plusieurs reprises. Là, c'est l'extrait d'un ouvrage qu'il écrit assez vite pour expliquer sa démarche, ses principes, qui s'appelle « Le théâtre du peuple, renaissance et destinée du théâtre populaire », qu'il publie en 1899. Donc vous voyez, c'est assez rapide, 4 ans après. Voilà ce qu'il dit. Union, réconciliation de l'artiste et de la foule, que leur divorce dessèche l'un et l'autre et condamne à l'égoïsme stérile. Union et réconciliation des éléments les plus divers du peuple, séparés par l'intérêt et fraternisant dans la communauté des émotions pathétiques ou joyeuses que suscite la magie théâtrale. Union et réconciliation de l'artiste avec la nature, seule capable de rendre à l'inspiration défaillante ou gâtée la fraîcheur, la vigueur et la vive jeunesse. Donc on voit à travers aussi ces propos que pour Potcher, le théâtre du peuple est aussi une expérience qui permet de se régénérer esthétiquement, de s'affirmer à la fois contre le théâtre bourgeois et le théâtre d'avant-garde, dans un lieu, et ça c'est fondamental, qui va permettre d'être à nouveau au contact de la nature, avec le fond de scène qui s'ouvre sur la forêt, qui va être un élément d'ailleurs très présent dans les pièces de Maurice Potcher et qui est vraiment aussi le symbole des Vosges. Et pour intégrer cette dimension-là, Maurice Potcher va écrire des pièces spécifiquement pensées pour le théâtre du peuple et sa troupe. Alors il va prendre soin de varier les genres de ces pièces, qui vont être toujours différents d'une année à l'autre. Il y aura dans les genres plus classiques des drames, des comédies, des tragédies, mais il va inventer aussi d'autres genres comme ce qu'il appelle les farces et tragédies rustiques, des drames bibliques, des comédies villageoises, des pièces légendaires. L'idée, c'est de travailler sur la variété pour renouveler un peu la curiosité, mais dans chacune des pièces, ce qui va importer, c'est la lisibilité des enjeux dramaturgiques, c'est-à-dire qu'il faut que les propos soient clairs. Il va aussi beaucoup jouer sur les émotions, et ça, c'est quelque chose qui est commun à la plupart des théâtres populaires, l'idée que les émotions vont mener à la réflexion. Donc les mises en scène de Maurice Potcher, elles vont aller chercher souvent du côté d'une esthétique naturaliste,
avec l'intérieur paysan, avec aussi les vrais sapins, la présence d'animaux aussi sur la scène, des petits détails aussi qui vont rappeler les gestes du quotidien. Là, c'est sur la première pièce mise en scène au Théâtre du Peuple, Le Diable marchand de gouttes en 1895. Il y aurait un souci en fait de naturalisme aussi dans les costumes. Et puis, il va aussi travailler sur des effets spectaculaires. L'idée étant de maintenir, de susciter l'attention du public. Donc, il y aura aussi beaucoup d'effets d'apparition et de disparition, notamment parce que le plateau du Théâtre du Peuple est un plateau qu'on dit détrapable. Donc, il y a des trappes qui permettent en fait aux personnages d'apparaître, de disparaître, avec éventuellement des effets de fumée. Donc il y a tout un aspect un peu spectaculaire, fantastique, qui vient aussi attraper l'attention du public. Et puis il y aura un peu, alors pas forcément très évident sur les photos, mais ces photos-là, mais c'est les seules que j'ai pu un peu trouver dans cette idée-là. Il y aura un travail aussi sur les maquillages. Là, on voit Georgette Camé dans le rôle de Lady Macbeth et dans le rôle du gnome dans Burubu. On voit qu'il y a un travail aussi pour souligner les expressions du visage, pour intensifier aussi les émotions et impressionner les spectateurs. Donc il y aura vraiment un jeu sur le spectaculaire, un jeu sur l'ancrage local aussi, puisque dans ces pièces, il ne va pas hésiter à employer le patois vosgien, à intégrer des chants traditionnels, à s'inspirer aussi de légendes locales. Il écrit par exemple une pièce qui a beaucoup de succès au Théâtre du Peuple, qui s'appelle Le Château de Hans, et qui s'appuie en fait sur une légende autour d'un rocher qui surplombe le lac Blanc. Donc il y a vraiment un ancrage en fait dans le territoire vosgien. L'idée à travers ça pour Maurice Potcher, c'est vraiment de mettre l'accent sur ce qu'il nomme les petites patries et de créer en fait une proximité avec le public local tout en n'empêchant pas la dimension universelle du propos. Il y a vraiment un travail sur l'articulation entre le local et l'universel qui est fondamental chez Maurice Potcher, où il va mettre aussi en valeur énormément des vertus morales, comme le don de soi allant jusqu'au sacrifice, comme la tempérance, l'attention à l'autre et à la communauté, l'empathie, l'amour de son prochain. Des valeurs morales qui sont assez proches des valeurs chrétiennes et qu'on va assez souvent retrouver dans son théâtre. Lui va dire que le théâtre populaire doit être une école de moralité, ce qui va impliquer aussi un geste didactique, parfois un peu moralisateur, qui lui sera parfois critiqué, notamment dans ses premières pièces, comme Le Diable marchand de gouttes, qui dénonce le fléau de l'alcoolisme et qui est une des pièces les plus didactiques. Mais plus que son répertoire, en fait, c'est vraiment à Busson. Alors c'était une autre photographie là, du Sauterelle de Noël, cette fois où on voit le travail en fait de représentation des fêtes, des danses, et à un moment donné où le théâtre n'est pas encore construit en dur. Mais ce qui va vraiment être important, plus que le répertoire, c'est aussi la troupe qui va être constituée à Busson, avec une caractéristique de cette troupe qui perdure jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une troupe qui mélange interprètes professionnels et interprètes amateurs. Et ça, c'est vraiment un élément fondamental, en fait, de l'identité du théâtre du peuple. Il y a une valorisation de l'interprète amateur qui est une vision largement partagée aussi par les artistes de la fin du 19e, du début du 20e, qui veulent réinventer les esthétiques théâtrales, c'est-à-dire que pour eux, l'interprète amateur, c'est un peu l'idéal, parce qu'il est fondamentalement désintéressé, il ne recherche pas l'argent, il ne cherche pas les acclamations du public, mais surtout, c'est un interprète qui va être étranger au code de jeu dominant de l'époque, qui n'est pas passé par le conservatoire et donc qui n'en a pas l'éthique de jeu. Et donc pour eux, c'est vraiment comme une page blanche, cet interprète amateur. Et pour Potcher et pour Georgette Camé, qui va être celle qui va former les amateurs, notamment au niveau de la diction, au niveau de la voix, ce qui les intéresse, c'est vraiment la spontanéité, la sincérité qu'ils peuvent trouver chez les interprètes amateurs. Et ils y voient aussi une manière de toucher plus facilement les spectateurs. C'est cette idée qu'il faut qu'il y ait une sorte d'effet miroir entre la scène et la salle. Que si les spectateurs voient sur scène des gens qui leur ressemblent, il y aura quelque chose qui va se passer plus facilement.
Donc il y a vraiment cette manière de toucher plus facilement les spectateurs, mais aussi de représenter, à travers l'hétérogénéité de la troupe, la société dans sa diversité. Il y a un journaliste de l'époque qui va parler de microcosme démocratique. Alors dans la réalité, ça serait un petit peu à nuancer, parce que si, en apparence, il y a un mélange social dans la troupe, et c'est vrai, vous avez une troupe où se croisent les ouvriers de l'usine Potcher, des professeurs, des notables, des interprètes professionnels, les enfants aussi des membres de la troupe, vous avez quand même une distribution des rôles qui va continuer à reposer sur une forme de hiérarchie, une forme de conservatisme social. C'est-à-dire que les rôles principaux vont continuer à être tenus par les interprètes professionnels ou par les proches de Maurice Potcher et Georgette Camé, et les amateurs, sauf exception, vont se voir très souvent confier des rôles proches des métiers qu'ils exercent dans la vie ou proches de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que très rarement, on va leur demander de faire un travail de composition. Mais malgré ces nuances-là, on voit ce que recherchent Potcher et Georgette Camé, c'est-à-dire qu'il s'agit à travers la troupe de faire exister l'hétérogénéité du peuple, à la fois au niveau du public, des interprètes, mais aussi du répertoire. Et ça, à partir d'un positionnement social et politique qui va à la fois chercher des idées du côté du progressisme social, d'une foi aussi très forte de Potcher dans la République, et puis des conceptions qui vont rester marquées par une forme de conservatisme moral, par des réflexes aussi en partie paternalistes, puisque les ouvriers de l'usine Potcher étaient aussi très fortement encouragés, incités à faire partie de la troupe et des figurants. Mais on voit vraiment la volonté de faire exister concrètement aussi un rêve de théâtre et d'humanité. Et ce théâtre du peuple de Buisson constitue vraiment une première étape qui est décisive en matière de décentralisation et de démocratisation théâtrale, parce que pour la première fois, il ne s'en tient pas à la formulation d'un projet, à la formulation d'un idéal, mais il va l'incarner dans un lieu et dans une troupe avec des principes qui, dans la plupart en fait, des autres projets de théâtre populaire, restaient abstraits. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que cette expérience du théâtre du peuple à Buisson, elle va aussi permettre à d'autres de se déployer. Et d'ailleurs, Jean Vilar va parler de Maurice Potcher comme d'un modèle. Il y aura dans la correspondance qu'on trouve au TNP, on retrouve des lettres de Potcher en tant que spectateur du Théâtre national populaire de Villars. Et Villars, lui, va expérimenter à son tour au TNP de Chaillot comme au Festival d'Avignon, même si je ne parlerai pas ou peu d'Avignon, va aussi expérimenter ce qu'il en est de rechercher un nouveau public et d'élaborer le répertoire et l'esthétique qui correspondraient à un théâtre populaire. Un des objectifs de Jean Vilar au Théâtre national populaire de Chaillot, comme à Avignon d'ailleurs, c'est la conquête d'un nouveau public, mais aussi sa fidélisation. Pour lui, il est extrêmement important d'aller chercher le public là où il se trouve, mais aussi il est nécessaire de créer un rapport de fidélité entre l'institution théâtrale et les spectateurs. Et assez rapidement, Vilar va placer au premier plan l'idée d'un théâtre comme service public. Et il va créer une articulation entre cette idée de théâtre populaire et puis l'idée d'un théâtre public qui était déjà en germe depuis le Front populaire, mais qui va trouver en fait une application beaucoup plus concrète. Pour Vilar, le théâtre, ce n'est pas qu'un divertissement. Ça peut l'être, bien sûr, mais ce n'est pas qu'un divertissement. Et le théâtre a un rôle à jouer dans la formation des citoyens et dans ce que peut être aussi une société républicaine. Mais dès le départ, Vilar a aussi conscience de la difficulté de ce qu'il entreprend et de l'équilibre assez fragile qu'il faut maintenir pour parvenir à mettre en œuvre un théâtre à la fois public et populaire. Et ça, il va le rappeler dans un texte qui s'intitule le TNP, Service public, qu'il publie en 1953. Notre ambition est donc évidente, faire partager au plus grand nombre ce qu'on a cru devoir réserver jusqu'ici à une élite. Enfin, la cérémonie dramatique tire aussi son efficacité du nombre de ses participants.
Mais quel équilibre difficile et combien délicat à maintenir. Équilibre entre le poète, son œuvre, le grand public, les interprètes, les techniciens. Cependant, cette instabilité crée peut-être un style vivant. Et parce que celui-ci est quotidiennement menacé, cette même instabilité déjoue les tics, les trucs, les scléroses. Cette instabilité dangereuse préserve aussi de toute théorie. L'art du théâtre populaire est donc une révolte permanente. Et on voit bien ici comment Villard envisage la démocratisation théâtrale, c'est-à-dire il s'agit aussi de rendre au public populaire ce qui lui a été confisqué. Ça, c'est vraiment une idée fondamentale chez Villard, qui va souvent mettre en avant, c'est que ce qu'on appelle les pièces du répertoire en soi, ces pièces-là ne sont pas élitistes en soi. C'est simplement que ces pièces-là, elles ont été progressivement confisquées au peuple par la bourgeoisie. Et ça, c'est une idée qu'il va défendre, que ce soit au TNP ou au Festival d'Avignon. Et puis, il va noter aussi l'importance d'une audience large pour le théâtre populaire et puis d'arriver à se réinventer en permanence, à ne pas rester dans les mêmes trucs. Pour ça, et pour justement convoquer le public populaire, Villard va placer ce public populaire qu'il entend en fait comme tout le monde, l'ensemble, il va le placer au centre, il va réfléchir à des actions qui le concernent, tout en essayant de savoir plus précisément qui est dans la salle. Et c'est comme ça qu'il va mettre en place tout un ensemble de dispositifs de mise en relation, qui permettent de créer en fait des liens entre le théâtre en tant que lieu institutionnel, les spectacles et puis les spectateurs. C'est-à-dire que pour Villard, le fait de se rendre au TNP, ça doit devenir quelque chose de familier, un rituel, un plaisir, quelque chose qui ne soit plus du tout lié à un code social, à l'appartenance à un certain milieu ou à une certaine culture. Et là, Villard vise clairement la culture bourgeoise. Et donc, il va modifier beaucoup de choses qui concernent l'accueil du spectateur. Par exemple, sur cette photo, on voit un des guichets donc, de la billetterie du Théâtre national populaire. Et contrairement à ce qui se faisait à l'époque, ce n'est pas un guichet vitré, c'est-à-dire que la personne de la billetterie, elle n'est pas derrière une vitre. Elle est immédiatement accessible en communication, c'est un espace ouvert. Alors, c'est quelque chose d'un peu anecdotique, mais ça fait partie aussi de ce qui va être transformé. De manière plus importante, peut-être, Villard va modifier les habitudes et les codes qui régissent la venue au théâtre dans les années 50. Il va commencer par changer les horaires de représentation. Et Potcher avait fait un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il avance l'heure du spectacle. C'est plus 21h, c'est 20h15. Pourquoi ? Parce que ça permet aux gens qui viennent d'un peu plus loin, notamment les spectateurs qui viennent de banlieue, ça leur permet de pouvoir prendre les transports en commun pour rentrer chez eux. Et puis, quand on commence à travailler à 6 ou 7 heures du matin, c'est plus facile de rentrer un peu plus tôt. Donc, il pense à des choses extrêmement concrètes. Par ailleurs, il va aussi ouvrir les portes du théâtre dès 18h30, ce qui va permettre aux spectateurs, là on a la photo d'un de ses avant-spectacles à Chaillot, de dîner sur place. Et puis, vous le distinguez peut-être un peu sur la photo, mais vous avez un orchestre en arrière-plan. C'est-à-dire que l'accueil des spectateurs se fait en musique. Là aussi, il y a cette dimension de convivialité, d'être à l'aise en fait dans le lieu. Vous avez aussi des grandes tablées qui favorisent les échanges, c'est-à-dire qu'il y a une forme de désacralisation de la venue au théâtre. Très concrètement également, les vestiaires deviennent gratuits, ce qui n'était pas le cas dans la plupart des théâtres dans les années 50. Et il y a interdiction de donner, on supprime plutôt qu'interdiction, on supprime les pourboires aux ouvreuses. C'est ce qui empêche en fait, ce qui supprime l'humiliation sociale de ne pouvoir accéder aux vestiaires ou de ne pas pouvoir donner de pourboires aux ouvreuses. L'idée, c'est vraiment que le spectateur se sente chez lui et qu'il ait envie de revenir. Ça, c'est la première partie des dispositifs qui sont mis en œuvre, qui permettent de revoir les manières d'accueillir le public. Villard va aller plus loin en créant aussi des espaces de discussion, de débat, qui viennent démocratiser non seulement le fait de venir au théâtre, mais aussi celui de discuter, de débattre de ce qu'on a vu. Et ça, c'est extrêmement important, l'idée de mettre en débat et d'échanger. À chaque représentation ou presque, le TNP propose aux spectateurs de remplir un questionnaire
Alors, je vais vous en montrer plusieurs. Alors, ce n'est pas très lisible, mais c'était pour vous montrer un peu le format, et puis je vais vous dire ce qu'il y a écrit. Sur ces questionnaires, il y a des questions très factuelles. Combien de temps vous avez mis pour venir au théâtre? Vous habitez à quel endroit, etc. Quelle est votre profession? Est-ce que c'est la première fois que vous venez ou non? Avec qui est-ce que vous êtes venu au théâtre? Pourquoi est-ce que vous ne venez pas plus souvent? Enfin, ce genre de questions. Aussi, des questions là, sur celui-là. Est-ce que vous allez aussi au cinéma? Quel type de cinéma? Etc. Et puis, il va y avoir des questions qui vont porter sur qu'est-ce que vous avez pensé du spectacle? Est-ce que ça vous a plu ou non? Qu'est-ce que vous avez pensé des conditions d'accueil? Mais des questions sur le spectacle qui vont demander au spectateur de formuler un jugement esthétique sur ce qu'il vient de voir. L'enjeu, c'est de prolonger le dialogue, d'avoir des retours sur les mises en scène, de renforcer le lien aussi entre les spectateurs et le spectacle, et surtout de poser comme principe une égalité des jugements, peu importe l'éducation qu'on a eue, peu importe la classe sociale dont on fait partie. Alors là, vous le voyez sur ce questionnaire-là, qui est commenté. En fait, tous les questionnaires vont être dépouillés, commentés par l'équipe du TNP, dont Jean Villard. Là, c'est par exemple des commentaires de Villard. Quand c'est bravo pour le spectacle, RB, c'est pour dire qu'il s'agit de Ruy Blas. Mais aussi, vous avez, alors ça se voit pas très bien, mais il y a une remarque de la spectatrice sur l'entrée des retardataires. Et Villard note dans la marge où est-ce qu'on en est à ce sujet-là. Donc c'est vraiment aussi en fait des espaces de dialogue. Et là aussi, autre exemple, parce que là il y avait un retour un peu plus important sur le spectacle. Là ça porte sur la mise en scène par Villard de Père Ubu, la spectatrice, donc là qui est âgée de 19 ans, qui va dire bravo, 1000 bravos. Dès la première note de musique, on est entraîné dans cette là je vois pas bien, mais dans cette atmosphère si particulière. Merci Jean Villard, vous m'avez fait passer une très bonne soirée, votre mise en scène m'étonna beaucoup, Mère Ubu est extraordinaire. Donc vous voyez, ça crée des espaces aussi de dialogue, et ça met en place progressivement aussi une figure de spectateur critique et un espace de débat qui reconnaît les capacités de chaque spectateur. Et cet espace de débat, il n'est pas seulement mis en œuvre à travers ces questionnaires, il y en a des milliers aux archives du TNP, il va être aussi mis en œuvre dans la revue, dans le journal mensuel du Théâtre national populaire qui s'appelle Bref, avec un geste un peu plus didactique. Là, vous le voyez, c'est un numéro qui va parler de la fabrication du costume, de la maquette à la réalisation, qui est là aussi un espace d'échange, de transmission de connaissances. Et puis, vous allez avoir aussi des rencontres qui sont proposées régulièrement après les spectacles, comme on peut le connaître aujourd'hui. Tout cet espace de débat critique, cette discussion, va être encore renforcée par des espaces, par la mise en œuvre de formes de sociabilité qui sont issues de la culture populaire, c'est-à-dire que régulièrement vont être organisés au TNP des bals. Et le TNP de Chaillot est connu pour ça, bal où on peut danser avec les comédiens et les comédiennes de la troupe. Et ça attire aussi beaucoup de monde, parce que dans la troupe du TNP à l'époque, vous avez par exemple quelqu'un comme Gérard Philippe ou comme Jeanne Moreau. Et donc voilà, il y a une attraction particulière. Mais aussi vont être imaginez des banquets, des week-ends TNP ou des nuits TNP, là aussi qui sont très appréciés, où les spectateurs vont venir voir plusieurs spectacles, vont rester sur un temps long, vont venir s'approprier le théâtre. Tout ça pour dire que ça crée des moments de convivialité, des moments de partage, où temporairement, là aussi, tout le monde va être à égalité et on perçoit moins l'appartenance sociale de chacun. Alors Villard ne va pas s'arrêter à une démocratisation fondée sur l'accueil et sur les échanges avec le public, même si elle est importante. Il va aussi travailler sur la question du répertoire et sur l'élaboration d'un répertoire et d'une esthétique propre au TNP. Et ça va passer par plusieurs choses. D'abord, un système d'abonnement pour favoriser la venue régulière au spectacle, un travail avec les comités d'entreprise, avec les collectivités, mais aussi et surtout une réflexion sur le répertoire et l'identité du TNP. Et là, comme chez Maurice Potcher, la troupe va jouer un rôle important, troupe permanente,
qui est pour Villard en fait un moyen de créer un lien fort entre le TNP et ses spectateurs. Parce que de spectacle en spectacle, les spectateurs vont reconnaître les interprètes, dont certains, je parlais de Gérard Philipe tout à l'heure, là c'est une photo de la troupe au Festival d'Avignon, j'en ai pas forcément trouvé au TNP, mais il y a un effet de reconnaissance pour Villard dans le fait que les spectateurs vont retrouver les mêmes comédiens. Que ce soit des comédiens qui connaissent déjà un petit peu, comme Gérard Philipe, Maria Casares, un peu Jeanne Moreau, mais qui est toute jeune à l'époque, et puis des comédiens qui vont devenir familiers, comme Daniel Sorano, comme Jean-Pierre Darras, Philippe Noiret, qui est là aussi débutant au TNP, ou Monique Chaumette. Donc il y a cette idée chez Villard de vraiment donner l'impression d'une communauté qui va peu à peu élaborer un style commun sans cabotiner, puisque les comédiens et comédiennes sont vraiment au service du texte chez Villard et vont être au service de l'esthétique et de l'éthique du TNP. Esthétiquement, Villard propose un théâtre qui va être assez dépouillé en termes de mise en scène, dépouillé de tout artifice. Il y a en général très peu de décors sur le plateau. Chez Villard, ce sont plutôt les lumières et les costumes qui sont porteurs de sens, qui vont dessiner l'espace. Il y a rarement des décors massifs, impressionnants. Là, on le voit un peu avec les costumes de Macbeth. C'est les costumes qui vont être le plus ornementés. En général, on est plutôt sur un plateau nu. Et la musique aussi va jouer un rôle essentiel parce qu'elle va jouer un rôle de ponctuation qui va rythmer la pièce. Mais aussi, il y a un élément très pratique, c'est que le plateau, que ce soit au TNP de Chaillot ou dans la cour d'honneur, on est sur des plateaux immenses, où vous avez parfois 30-40 mètres à faire, vraiment beaucoup de distance, et donc la musique va aider à ces entrées et sorties. Donc esthétiquement, ce qui va importer, ce qui va jouer, ça va être la précision des intentions de jeu, ça va être l'affirmation de parti pris de mise en scène. Je prendrai juste un exemple, parce qu'en soi, travailler sur les mises en scène de Villard, c'est un objet en soi. Je prendrai juste l'exemple de Don Juan dans la mise en scène de Villard, où Villard joue Don Juan, Daniel Sorano, Sganarelle, et Philippe Noiret, là, le commandeur, que vous voyez à droite. Lorsqu'il monte Don Juan, il va refuser d'en faire une pièce à machine, ce qui était un peu la tradition dans les années 50, dans la première moitié du XXe siècle, avec souvent on avait des apparitions impressionnantes de la statue du commandeur. Ce n'est pas du tout le parti pris de Villard, qui lui va plutôt insister sur l'athéisme de Don Juan, sur la complémentarité aussi en termes de jeu entre Don Juan et Sganarelle. Et il va avoir une interprétation un petit peu plus politique dans le sens où, par exemple, la scène entre Don Juan et le paysan Pierrot, qui est souvent une scène qui est souvent conçue comme un interlude comique avec des claques, avec du patois, etc. Il en fait vraiment une véritable confrontation entre paysans et grands seigneurs, entre celui qui défend son amour et celui qui prend parce qu'il en a le pouvoir. Donc il y a vraiment tout ce travail aussi esthétique qui va devenir une forme de symbole au TNP, même si Villard s'en méfie beaucoup et va aussi jouer contre ce style TNP. Mais il va travailler sur le répertoire, alors un répertoire qui va être fondé sur les classiques, mais avec l'espoir d'un auteur contemporain. Ça, c'est ce qui a été compliqué pour Villard, c'est qu'il a cherché au TNP à avoir une collaboration un peu sur le long terme. Il a cherché un auteur contemporain, mais il n'a pas trouvé cet auteur-là. Et donc, il a beaucoup monté de pièces du répertoire. Sur les 57 pièces qui ont été jouées entre 1951 et 1963, il a monté 33 pièces dites classiques. Mais attention, dans les pièces dites classiques, ce n'est pas forcément les plus connues. Par exemple, quand il monte un Marivaux, il va chercher le Triomphe de l'amour, qui est une pièce qui n'a pas été rejouée depuis sa création au XVIIIe. Quand il monte du Molière, il va chercher l'Étourdi. Corneille, il va chercher le Cid, qui était vraiment une pièce mal aimée à l'époque. Donc il ne va pas chercher les tubes, entre guillemets, classiques de l'époque. Et il va monter 24 pièces modernes et contemporaines. Caractéristique aussi assez intéressante du répertoire de Villard, il va monter beaucoup de dramaturges allemands, par exemple Kleist, Büchner, Brecht, ce qui dans l'après-45 n'est pas du tout une évidence d'avoir ce répertoire-là.
Vis-à-vis de ces pièces dites classiques, mais qui ne le sont pas tant que ça, Villard va reprendre une attitude qui est présente dans de nombreux projets de théâtre populaire, avec cette idée que ces pièces-là, elles sont universelles, elles font partie d'une mémoire commune qu'il s'agit aussi de réactiver. Et ces pièces-là vont permettre de s'adresser à tout le monde, de parler de l'humanité, et elles peuvent être aussi un moyen d'émancipation. Donc la mise en scène, pour Villard, va venir, par ses partis pris, redonner une forme d'actualité à ces pièces dites classiques. Ça, il le note dans une lettre aux associations populaires pour la saison 1961-1962. Le problème du droit des gens devant la loi est traité dans Antigone de Sophocle. Le problème du général de Gaulle à l'égard des généraux rebelles est traité peut-être dans le Synat de Corneille et dans l'Alcade de Zalamea de Calderon. Ça, c'est aussi une réponse aux attaques qu'il pouvait subir sur « vous ne montez pas assez de pièces contemporaines ». Il a essayé de le faire. Il voulait même dédier une salle du TNP au répertoire contemporain, mais il a eu des difficultés parce qu'aussi il fallait remplir la salle. Il y a aussi la dimension économique. Mais il y aura un geste politique dans le choix du répertoire de Villard. J'en prendrai un seul exemple. Lorsqu'il met en scène la paix d'Aristophane en pleine guerre d'Algérie, le public va saisir les allusions et Villard va être d'ailleurs attaqué par certains critiques et intellectuels, comme par exemple François Mauriac, qui lui reproche de politiser son répertoire et de fragiliser le général de Gaulle en le transformant en un objet de moquerie. Mais il y aura toujours cette alliance entre l'importance en fait, des préoccupations civiques et sociales, le fait de s'emparer des problèmes de son temps, et puis le fait de rendre clairs les enjeux des pièces, de faire entendre la langue, et puis de faire passer, de transmettre un certain nombre de choses au public par l'émotion et par la mise en perspective critique. Alors en 1963, au terme de sa direction, et Villard choisit de ne pas renouveler sa direction du TNP. Et ça, c'est aussi assez symbolique des difficultés à venir. On peut dire qu'il aura accueilli au TNP un nouveau public. Il aura aussi donné corps à un théâtre populaire de service public. Mais on le voit dès les dernières années de son mandat, on a pas mal de fractures, notamment politiques et sociales, qui vont éclater après en 1968, qui montrent qu'il y a une forme d'épuisement aussi de cette expérience, qui se retrouve aussi en porte-à-faux face à la montée de la société de consommation et à une conception aussi plus conflictuelle qui arrive de l'Assemblée théâtrale. Alors on va maintenant faire un saut dans le temps, passer des années 60 à aujourd'hui. Alors entre Villard et aujourd'hui, cette question des théâtres populaires, elle a été plus ou moins présente, elle a pu être très critiquée, notamment après 68. Elle a pu aussi être reprise avec parfois une forme de sanctuarisation du travail de Villard ou sa réduction à une forme esthétique, le fameux style TNP. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, très récemment, en fait, cette histoire-là, elle est devenue aussi une source d'inspiration et de légitimation pour une nouvelle génération d'artistes qui veulent essayer de penser autrement les manières de créer, de produire aussi du théâtre, et qui essayent de répondre à nouveau au défi de la démocratisation, de la décentralisation, mais aussi à un nouveau défi qui est celui de la décarbonation de la culture. Alors, le 18 juillet 2021, donc c'est très récent, a été créée la Fédération des festivals de théâtre de proximité, donc la FFTP, qui regroupe 17 festivals de théâtre qui sont d'anciennetés diverses, mais dont un des points communs est qu'ils se situent tous en milieu rural. Et là, vous voyez, je vous ai simplement mis la carte avec l'implantation de ces 17 festivals. L'autre point commun, au-delà de cette situation en milieu rural, c'est que les membres de cette fédération, qui par ailleurs peuvent avoir des esthétiques très différentes, les membres de cette fédération veulent tous mettre en œuvre ce qu'ils appellent un théâtre du bout du chemin. Et c'est cette idée d'aller compléter ce qui a déjà été fait par la décentralisation, en transformant aussi toujours la conception du lieu théâtral et en travaillant sur les rapports au territoire, sur les rapports aussi surtout aux personnes qui les habitent.
Donc, comme Potcher, Gémier, Villard, qu'ils prennent d'ailleurs comme modèle dans la charte qu'ils ont pu élaborer, les membres de la FFTP veulent travailler ailleurs et surtout ils veulent travailler autrement. Donc pour ça, ils vont s'inspirer de certains principes de la décentralisation historique, comme par exemple la recherche de nouveaux publics, le rapport au territoire, la présence d'une troupe. Ils vont y ajouter aussi des impératifs écologiques. Celui par exemple de faire exister un théâtre de proximité, en accord d'ailleurs avec les recommandations d'un rapport qui s'appelle « Décarbonons la culture », qui vient du Shift Project, qui est paru en novembre 2021, et qui préconise pour le secteur du spectacle vivant de relocaliser les activités et de diminuer les échelles. En fait, l'objectif, c'est de travailler avec les acteurs locaux et de s'ancrer sur un territoire, et si possible de s'ancrer à l'année. Et donc, les membres de la FFTP, ils vont trouver dans les expériences précédentes, dans toute cette histoire des théâtres populaires et des théâtres publics, ils vont trouver une sorte de récit fondateur d'ordre presque mythologique qui permet aussi aujourd'hui de légitimer une nouvelle décentralisation. Et on y trouve un même désir en fait de rompre avec le système théâtral en place, la même envie aussi de s'adresser à d'autres publics plus hétérogènes, des publics qui ne fréquentent pas ou peu les salles de théâtre. C'est vraiment cette idée de proposer du théâtre là où il n'y en a pas ou peu et de réactiver un mouvement de démocratisation, mais en le pensant peut-être de manière plus horizontale. Alors concrètement, les membres de la FFTP ils vont réactiver le modèle de la troupe, qui par ailleurs a pratiquement disparu des centres dramatiques nationaux, et ils vont penser à travers ce modèle de la troupe des modes de gouvernance plus collectifs, plus horizontaux et transversaux. L'idée, c'est d'arriver en fait à créer un échange entre un collectif d'artistes et puis un collectif qui serait celui des habitants pour créer sur un territoire donné des rapports à la fois artistiques, sociaux et économiques. Alors pourquoi faire tout ça ? D'abord pour penser un peu différemment le processus de création et de production et de diffusion des spectacles, en essayant de s'inscrire sur un temps plus long. On est sur ces 20-30 dernières années sur des rythmes assez effrénés de création, avec les appels à projets, avec un rythme d'une création par an. Et donc de s'extraire un peu de cette temporalité infernale qui fait qu'il y a beaucoup de spectacles, mais qui sont très peu diffusés. Et puis aussi essayer d'échapper aux mécanismes habituels de reconnaissance et de légitimation, notamment ceux liés au rayonnement national, voire international, et à la notoriété. Et toute cette dynamique-là, elle va être nourrie par des actions de médiation sur le terrain, conduites à l'année par ces festivals. C'est-à-dire qu'en dehors des temps de festivals qui ont lieu l'été, il va y avoir des lectures qui vont être régulièrement organisées, des ateliers de jeux, des rencontres, des créations amateurs, et qui vont rendre possible en fait l'élaboration de différents types d'adresses, puisque l'enjeu étant de créer différents rapports avec les spectateurs et les habitants. En fait, d'une autre manière, il s'agit, comme chez Jean Villard, de jouer sur la familiarité, de jouer sur la convivialité, pour transformer aussi la perception de la venue au théâtre et voir comment ça peut conduire en fait à déplacer les habitudes, les points de vue et les stéréotypes des uns et des autres. Donc il y a cette démarche-là d'action faite à l'année. Il y a aussi une envie qu'on retrouve, qui était présente chez Potcher et Villard, il y a cette envie de sortie du bâtiment théâtral traditionnel. Et la construction aussi d'un rapport au lieu singulier, qui est vraiment un autre élément mis en avant dans cette nouvelle phase de décentralisation et qui facilite aussi l'évolution vers un théâtre écologique. Je prendrai simplement l'exemple des Scènes Sauvages, donc qui est un festival qui existe depuis quelques années dans la vallée de la Bruche. Les Scènes Sauvages, en fait, c'est un festival qui va investir différents lieux, comme par exemple une ferme auberge, des étables, des jardins privés, un ancien presbytère ou encore un champ. Ils vont les investir à la fois pour répéter, pour accueillir les spectateurs avant le spectacle et aussi pour jouer les spectacles. Vous voyez là à droite par exemple, on a un spectacle qui va se donner dans un bâtiment agricole. Alors ce n'est pas une pratique qui est nouvelle en soi, mais là il s'agit aussi de faire du lieu investi autre chose qu'un arrière-plan du spectacle et d'essayer aussi d'inventer un point de rencontre entre la vie quotidienne partagée, les endroits par lesquels les habitants passent et puis la fiction. Et l'idée, c'est de développer une perception qui essaye d'aller au-delà du rapport frontal et de l'imaginaire aussi associé à la salle de théâtre
que ce soit en termes de forme attendue ou de code de réception. Là, c'est par exemple, vous le voyez, sous cet espace-là, qui est accueillir donc Dernier remords avant l'oubli de Jean-Luc Lagarce, qui est une pièce contemporaine, dans une configuration plutôt circulaire et dans un semi-extérieur. Donc il y a ces actions-là, ce qui n'empêche pas du tout les membres de la FFTP, même si ce n'est pas systématique, de se référer aussi au théâtre de tréteaux en plein air, parce que c'est aussi ces formes-là, c'est des formes qui permettent, dans une relative économie de décor, de donner une place centrale au jeu des interprètes. Et là, on retrouve un des fondamentaux des théâtres populaires. Là, c'est par exemple une photo de la mise en scène 1789, qui est une recréation à partir d'un spectacle phare du Théâtre du Soleil, là aussi qui est un emblème des théâtres populaires, et là qui a été recréé, remis en scène par Sacha Todorov au nouveau Théâtre populaire à Fontaine-Guérin, c'est en Anjou, en 2022. Et là, on voit le retour aussi au théâtre de tréteaux, à des codes qui vont chercher du côté des formes populaires traditionnelles du théâtre de foire. Donc, mais ça reste une manière parmi d'autres, et esthétiquement, les festivals sont assez différents dans leur parti pris. Ça permet de retranscrire aussi cette volonté d'un théâtre populaire et accessible. Donc on voit esthétiquement des traces de filiation entre les théâtres populaires, mais la FFTP va aussi engager une réflexion sur les modèles institutionnels. Et elle va s'attacher aussi à rappeler aux tutelles leurs engagements initiaux en termes de services publics et d'égalité territoriale, ce qu'avaient pu faire aussi les pionniers de la décentralisation. Alors ces pionniers de la décentralisation, ils ont finalement, même si un peu tardivement, reçu un soutien de l'État, mais le contexte actuel est un petit peu différent et on est dans une dynamique bien différente de celle qui a vu la création, par exemple, des premiers centres dramatiques nationaux. Alors, du côté économique, du côté des subventions, les festivals de la FFTP sont subventionnés à des degrés divers par les collectivités territoriales, par les directions régionales des affaires culturelles, mais ce ne sont pas des festivals qui sont complètement reconnus dans leur spécificité de festival de création, parce que c'est une caractéristique qui n'entre pas en fait, dans les cases des dossiers de subvention. Et ils ne sont pas reconnus non plus dans le travail de médiation qu'ils effectuent sur le territoire, parce que c'est un travail qui est difficilement mesurable, qui reste souvent peu valorisé en termes de prestige par les tutelles, en dehors des retombées touristiques. Donc l'enjeu pour la FFTP aujourd'hui, c'est d'arriver à faire reconnaître par les pouvoirs publics un positionnement qui soit à la fois artistique, politique et social, celui d'un théâtre public accessible à tout le monde et d'une vision de la culture comme bien commun. Alors cette notion de bien commun, moi c'est une notion qui m'intéresse beaucoup, qui a actuellement pas d'existence juridique en France. Il y a eu simplement en 2020 un rapport du Sénat et une proposition de loi constitutionnelle sur la préservation des biens communs, mais qui n'a pas forcément abouti. Mais c'est une réflexion, par exemple, qui est menée par des juristes et par des artistes depuis 2007 en Italie, par une commission qui s'appelle la commission Rodota, et qui réfléchit en fait à donner un statut aux biens communs, à des biens communs qui soient à la fois naturels mais aussi culturels. On voit bien le bien commun par rapport à la question de l'eau, ça a été beaucoup travaillé en Italie. Au niveau des enjeux culturels, c'est souvent un peu moins présent. Mais moi, c'est une notion qui me semble intéressante à travailler dans le domaine culturel parce qu'elle peut aussi constituer une étape de réflexion importante dans l'évolution de la démocratisation et elle peut aussi ouvrir des possibilités d'expérimentation sur ce que veut dire vivre et créer à l'heure d'urgence écologique. Donc cet appel de la FFTP aux tutelles, il peut aussi s'entendre comme la nécessité de légitimer, via la subvention, les projets artistiques selon leur sens et selon leur contribution à la société, sans pour autant abandonner l'exigence artistique. Et ça, c'est vraiment un des défis à venir, que ce soit pour cette fédération des festivals de théâtre de proximité, mais aussi pour les tutelles et pour les organisations du spectacle vivant, que de parvenir à élaborer aussi un modèle économique viable pour pouvoir pérenniser des structures et des actions de terrain qui s'écartent un peu des circuits de production et de diffusion dominants et qui, qui entendent en fait transformer aussi les habitudes de consommation des spectacles.
Mais ce qui est intéressant avec la FFTP aussi, c'est qu'en prenant appui sur cette histoire de la décentralisation et des théâtres populaires, elle réussit aussi à mettre en récit et en pratique une pensée et un modèle commun de théâtre public, en redonnant force à un rôle social et esthétique du théâtre et en le reliant progressivement aux enjeux écologiques et solidaires. Et l'intérêt maintenant, c'est de le faire non seulement pour des festivals et des formes qui existent en milieu rural, mais de le faire plus globalement au sein du théâtre public pour réfléchir et mettre en œuvre un changement à la fois d'échelle, un changement au niveau des rythmes de création, un changement au niveau des rapports au public, tout en ayant toujours en tête de n'exclure aucune population et de ne pas céder non plus à des risques de repli sur du localisme. C'est pour ça que cette question des théâtres populaires, de la décentralisation, de la démocratisation, en fait, on est toujours sur cette réinvention permanente du geste artistique, sur cette nécessité en fait de repenser les choses. Et on en revient un peu à cette phrase de Villard, l'art du théâtre populaire est une révolte permanente. Je vous remercie pour votre attention. Merci Aude. Donc maintenant, la parole est à la salle s'il y a des questions ou des interventions. Personne? Si. Oui, merci pour tous ces éclaircissements. J'ai pensé pendant votre présentation au théâtre de rue, oui. Comme ce qu'on peut voir dans le Farce, où cette année il y a eu Hamlet, il y a eu l'Avare. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre cette nouvelle façon de faire, plus court, plus accessible, peut-être à un public qui a pris l'habitude de zapper, ou est-ce que ça n'a rien à voir avec le théâtre populaire? Alors, l'histoire des théâtres de rue, elle est encore différente en fait de celle des théâtres populaires, même si on peut, et ça c'est la grande difficulté, qu'est-ce qu'on regroupe, qu'est-ce qu'on met sous le terme théâtre populaire? En soi, on pourrait dire aussi que le théâtre de rue fait partie des théâtres populaires. Mais après, par rapport à cette question de la décentralisation, de la démocratisation, en termes historiques, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça vient pas de la même histoire, en fait. Oui, j'ai une petite remarque. On est en Alsace ici et on a quelque chose qui s'appelle le théâtre populaire alsacien. Où est-ce que vous le rangez? Parce que ça marche du feu de Dieu, ça. Mais là aussi, c'est un théâtre populaire. Là, en fait, en soi, sur les théâtres populaires, là, je me suis limitée à 3 exemples parce que c'est en 1 heure, mais en soi, il y aurait des centaines de possibilités. J'aurais pu parler aussi du théâtre du Jorat en Suisse, par exemple, qui est l'équivalent du théâtre du peuple de Potscher à la même période. Mais oui, ces formes de théâtre populaire alsacien qui, justement, travaillent aussi sur la question de la langue alsacienne, sur une spécificité aussi comme Potscher avec l'implantation dans les Vosges, oui, on est sur un théâtre populaire. Oui. Ok, merci. Et je voulais faire une petite remarque sur Busan. Oui. Ce que vous avez dit sur Busan, c'était vrai il y a 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les metteurs en scène qu'ils engagent ont un mal de chien à faire passer les pièces qu'eux, ils veulent jouer par rapport à l'ancienne famille Potscher. Alors, là, vous avez vu aussi, il s'agissait de parler de Potscher pour pouvoir ensuite aller vers Villars. Sur ce qu'est Busan aujourd'hui, pour avoir pas mal travaillé sur le théâtre du peuple sous la direction de Simon Delétang, il y a eu quand même un véritable succès public, y compris pour un répertoire très contemporain. Je pense par exemple à la mise en scène de Suzy Stork, de Magali Limougel, qui est une autrice aussi contemporaine, qui vient des Vosges. Et il y a eu aussi... ce succès public, ce principe aussi de toujours avoir le mélange amateur-professionnel, il est présent. Je ne sais pas si vous parliez en termes de fréquentation du public ou... Oui. Non, la famille Potscher n'impose pas. Enfin... La famille Potscher, il y a un comité qui est lié au théâtre où il y a effectivement de droit quelques membres, mais le choix des pièces qui sont montées à Busan, il est libre et il est lié au projet de chaque directeur et de chaque directrice. Là, il y a une nouvelle directrice qui vient d'arriver à Busan.
elle va être tout aussi libre que Simon de l'Étang de son répertoire. Une question par ici. Oui, merci. Un aspect que vous n'avez pas développé, mais sans doute volontairement, c'est le rôle éminemment engagé du théâtre qui porte ce nom, théâtre engagé, qui est un instrument de défense de la démocratie et une soupape de sécurité par rapport aux sociétés mises sous contrainte ou sous pression. Je pense notamment au théâtre qui revendique, qui lutte contre l'esclavage, contre les injustices sociales, contre les déviances politiques, avec des formes parfois d'expression humoristique qu'on voit plutôt qu'au théâtre, d'ailleurs à la télévision. Canteloup, par exemple, et qui accroche, qui écorche le politiquement correct pour amener une forme de liberté. Et c'est cette notion de liberté qui me semble extraordinaire dans le théâtre, quels que soient ses aspects. Évidemment, aspect social, il y a l'aspect politique aussi. Il y a le théâtre qui permet d'embrigader, mais il y a aussi cette possibilité qu'a le théâtre pour un comédien, et là j'en parle en connaissance de cause, de pouvoir incarner et vivre et ressentir des personnages qu'on a peut-être tout au fond de soi, qu'on ne veut pas exprimer ou qu'on cache parce que politiquement incorrect ou parce qu'on peut au théâtre endosser le rôle d'un criminel. Oui, bien sûr. Bon, on m'a proposé récemment de faire un serial killer. Je me suis dit, quelle idée de me proposer ça, moi qui suis un pacifiste. Et je me suis dit, mais c'est vachement intéressant. Ça va m'obliger à apporter une lumière différente. Bien sûr, mais c'est toute la question des rôles de composition. Donc, après, c'est vrai que là, on voit que le terme théâtre populaire, il est extrêmement large. Il a fallu faire des choix. J'aurais pu tout à fait vous faire une conférence sur la question des théâtres militants, mais c'est encore d'autres enjeux. Et la dimension politique, elle existe chez Villard, elle existe dans la FFTP, voilà, après. Et ça a été l'enjeu, là j'ai dû un peu passer rapidement dessus, mais toutes les polémiques aussi entre Sartre et Villard, par exemple, sur les questions de théâtre prolétarien, elles sont en soi, c'est un enjeu, un objet en soi. Oui. Une autre question ? Oui. Oui, je voudrais redescendre à un niveau beaucoup plus terre-à-terre. C'est la comparaison entre le prix d'un billet de théâtre à Busan, oui. Au départ, au moment de la création, et le salaire horaire des ouvriers de l'usine de M. Potcher. Si vous voulez la différence, c'est-à-dire ? Oui. Quel était le rapport entre les deux ? Est-ce qu'il fallait combien d'heures de travail pour un ouvrier pour se payer une place de théâtre ? Alors, il y a deux réponses possibles. En fait, à Busan, il y avait une partie des représentations qui était gratuite. En fait, il y avait 2 spectacles présentés. Il faut imaginer que c'est sur simplement 2-3 jours. Donc, il y a finalement 2 représentations en général. Et que la représentation de la création de l'année, elle est payante. Et la reprise de la création de l'année d'avant, elle est gratuite. Et sinon, ça correspond globalement, il s'aligne sur les tarifs qui sont ceux de l'époque, c'est-à-dire que ça représente une journée de travail. Voilà, une dernière question. Personne. Donc il nous reste à remercier Aude pour son intervention. Merci beaucoup et bonne continuation dans vos recherches théâtrales. Et nous vous donnons rendez-vous, comme l'a dit Simon, la semaine prochaine pour parler zoonose, vous savez, transmission des virus de l'animal à l'homme. Nous ferons le point avec Stéphanie Blandin, chercheuse à l'INSERM. Voilà, d'ici là, on vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Merci.